Après la guerre totale de la semaine dernière, vous vous attendiez peut-être à un moment de répit, voire à ce que le rythme de la série retombe lourdement. Mais rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Pour paraphraser Shakespeare, le chemin vers le trône n'a jamais été un long fleuve tranquille. Rhaenyra finit par s'emparer de Port-Réal dans cet épisode, mais non sans avoir appris le coup dévastateur porté à son camp lors de la bataille du Gosier. La mort de Jacaris est pour elle un véritable coup de poignard en plein cœur. Elle a tant perdu. Sa mère, son père, sa fille et désormais ses 2 fils. Elle ne souhaite qu'une chose, rester au lit pour pleurer Jacaris. Mais Daemon lui rappelle la prophétie du chant de la glace et du feu, ainsi que la vision de Daenerys Targaryen, nue dans le désert, entourée de ses 3 dragons. Il lui demande ce qu'elle ferait si le rêve de Aegon le Conquérant s'avérait véridique. On décèle ici des commentaires sous-jacents intrigants à plusieurs égards. Premièrement, il y a ce besoin constant, chez les hommes gravitant autour de Rhaenyra, de l'éloigner de son chagrin, comme si le fait qu'elle éprouve risquait de le rendre contagieux et de le propager telle la peste. Dans le monde impitoyable de Westeros, les femmes ne survivent que si elles sont endurcies et dénuées d'émotions. On observe d'ailleurs chez Rhaenyra comme chez Alicent cette tension entre force et sensibilité. Deuxièmement, il existe la conviction que les Targaryens sont plus proches des dieux que des hommes. Lorsque Daemon évoque la prophétie devant Rhaenyra, il alimente ce complexe du messie propre à la plupart des Targaryens. On commence à voir des fissures apparaître dans l'armure de Rhaenyra dès cet épisode, et être sur le trône de fer n'apportera rien de bon, et va probablement empirer considérablement les choses. La perte de Jacaris lui donne désormais la liberté d'agir sans réfléchir aux conséquences, d'agir en homme de Westeros, pour ainsi dire. Emma Darcy livre une prestation époustouflante dans cet épisode. Sa façon d'incarner le chagrin de Rhaenyra face à la dépouille de Jacaris transperce le cœur. Elle rend ses douleurs tangibles et viscérales. Rhaenyra déambule telle une plaie béante tout au long de l'épisode 2, et Darcy traduit cela avec toute la vulnérabilité et la complexité requise. On peut dire que tout le monde est au sommet de son art cette semaine. Matt Smith incarne un Daemon plus acerbe que jamais, notamment dans ses échanges avec Ulf et Hugh. Il se montre condescendant et impoli envers les semences de dragon. Certes, Ulf est un imbécile qui le salue comme un égal, attitude qui ne pouvait que l'irriter. Mais ils sont des alliés disposant de dragons colossaux. Un homme avisé songerait à l'intérêt de les intégrer à la famille. Il tourne en dérision la demande de récompense formulée par Alice en échange de son aide. Il faut dire qu'elle réclame Harrenhal, un lieu qui a pris une importance démesurée aux yeux de tous les protagonistes de ce conflit. Plus tard, il reçoit une leçon concrète sur la valeur de la loyauté lorsque ses anciens compagnons des Manteaux d'Or se rallient à lui pour soutenir la revendication de Rhaenyra au trône. Il est donc particulièrement exaspérant de le voir faire preuve d'une arrogance extrême face à Alice et Ulf, même s'il témoigne d'un certain respect envers Hugh. C'est là tout l'inconvénient de se focaliser en permanence sur la royauté dans cette série. Ces personnages ont leur angle mort. Bref, dans cet épisode, il est délicieusement targaryen. À l'extrême, Fia Saban livre une performance tout en retenue depuis le début de la série. Bien qu'elle ait peu de matière à exploiter dans l'épisode 2, son interprétation de Elaena nous rappelle avec force que tous les Targaryens ne sont pas faits de feu et de sang. Son personnage incarne l'innocence et une bonté sincère, même en temps de guerre. Cet épisode offre également des moments de légèreté surprenants qui le rapprochent de l'esprit de Game of Thrones. Les scènes impliquant Aegon et Larys sont très divertissantes, et ce ton enjoué apporte une bouffée d'air frais bienvenue au milieu d'un épisode empreint de tragédie. Aline de Karen et son frère Adam, sur le dragon fumé des mers, partent à la recherche de leur père disparu, Corlys, et finissent par le retrouver. L'amiral a le cœur brisé, mais il s'en sort relativement indemne physiquement, malgré la perte de son navire amiral et de son trésor. Toutefois, ces retrouvailles familiales ont du bon. Aline fait la connaissance de sa nièce Baela et noue avec elle une relation de respect mutuel. Baela et Aline interagissent pour la première fois. Semble-t-il, les lecteurs des livres comprendront sans doute la portée de ce moment. Bethany, Antonia et Abubakar Salim affichent une belle complicité naturelle à l'écran. La famille partage un moment de complicité lorsque Corlys propose de légitimer ses 2 fils. C'est touchant. Est-ce étrange de considérer cette famille comme ce qui se rapproche le plus d'un modèle positif, ou du moins d'une référence relative à l'instar des Stark. Certes, ils ne sont pas réfractaires à l'inceste, mais ne semblent pas se détester pour autant. Au contraire, Aline et Adam, tout comme Baela et Rhaena, manifestent une réelle affection les uns pour les autres.
Comme à l'accoutumée, les scénaristes présentent le camp des Noirs comme le bon camp, tandis que celui des Verts est désavantagé. Il existe un déséquilibre qui n'est pas présent dans l'œuvre originale de George W. Martin. Alors que la cote de popularité de Rhaenyra remonte, celle d'Alicent s'effondre. Une fois de plus, la série humilie Alicent sur le plan sexuel, ce qui est profondément frustrant. La tentative de viol d'Alicent par Jasper, un personnage dont les motivations restent inexplicables, surgit de nulle part. Normalement, la plupart des scènes de Jasper se déroulent au sein du conseil restreint et il interagit rarement directement avec Alicent. Cela ressemble à une manœuvre visant à susciter la haine du public à son égard avant que Daemon ne finisse, inévitablement, par le décapiter, ce qui se produit plus tard dans l'épisode. Alicent a été privée de son autonomie depuis le début. Pourtant, les scénaristes ne lui offrent jamais la moindre opportunité ni le moindre appui pour lui permettre de reconquérir un semblant de pouvoir d'agir. Même les femmes de Game of Thrones trouvaient des moyens ingénieux d'exercer le pouvoir. En revanche, pour Alicent, tout n'est que humiliation, agression et harcèlement qui s'enchaînent. Cette scène était inutile et manifestement insérée uniquement pour choquer. Cet épisode a au moins le mérite de nous présenter de nouveaux personnages intrigants ainsi que de nouvelles dynamiques. On découvre enfin Sir Luthor l'Argent qui trahit le camp des Verts pour soutenir son ami Daemon. Alysanne Nerbosque, surnommée Ali la Noire, fait également son apparition alors qu'elle fait la fête avec Daemon, Oscar Tully et les loups de l'hiver au lendemain de la bataille de la Berge du Lac. Il y a aussi Aemon et Alice River. J'ai adoré voir Aemon prendre le contrôle de Harrenhal grâce à son arme de destruction massive Vhagar. Comme il serait pratique que Ulf, Hugh et Adam soient encore là à l'affût pour tendre une embuscade à Aemon à cet endroit précis. Ewan Mitchell brille lors de la séquence de combat où Aemon passe la maison fort par le fil de l'épée. C'est la preuve irréfutable que Aemon est un guerrier redoutable, même sans Vhagar. Cela dit, voir Sir Simon Ford trouver la mort est déchirant, surtout après la prestation exceptionnelle de Simon Russell Bill dans la saison 2. L'histoire de Aemon et d'Alice est passionnante dans le livre, je suis donc curieux de voir comment la série interprétera leur dynamique. La prise de Port-Réal par Rhaenyra semble assez aisée, presque trop facile. Cela étant, c'est exaltant de la voir enfin passer à l'action au lieu de rester les bras croisés. Emma Darcy livre ici une performance majeure, traduisant avec nuance et assurance tout le poids des épreuves traversées par Rhaenyra jusqu'ici. C'est bien Rhaenyra qui décapite Otto Hightower, et j'ai beaucoup aimé le réalisme de la scène où elle peine à lui trancher la tête. Elle n'a pas été formée au maniement de l'épée, ce qui rend la situation crédible. Rhaenyra est pleinement consciente de la gravité de la situation. Les sacrifices qu'il a fallu consentir pour qu'elle accède au trône de fer se lisent sur son visage. Il est intéressant d'observer qui choisit de ployer le genou devant Rhaenyra et qui refuse de retirer son soutien à Aegon. Au sein du camp des Verts, c'est véritablement chacun pour soi. Maintenant que Alicent, Elaena et Jaehaera ont été ramenés au Donjon Rouge après avoir tenté de fuir, je suis curieux de voir comment Rhaenyra les traitera. À la fin de l'épisode, Rhaenyra siège sur le trône de fer et levait-elle une divinité, dominant Alicent alors que celle-ci se tient devant la mare du sang de son père. C'est désormais Rhaenyra qui détient le pouvoir face à Alicent. Ce renversement des rôles sera passionnant à explorer, à condition que les scénaristes délaissent l'amitié d'enfance entre Rhaenyra et Alicent au profit de la rivalité brutale et acerbe décrite dans Feu et Sang. Qu'elle soit impitoyable, qu'elle se haïsse, c'est la guerre après tout. Ce n'est pas tendre. Le deuxième épisode de la troisième saison constitue une excellente suite au premier épisode de la semaine dernière, qui était centré sur la bataille. Il maintient la dynamique instaurée dans l'épisode 1 et sème des pistes narratives intrigantes pour la suite. La quête d'asile de Rhaena dans le Val, accompagnée de voleurs de moutons, sèmera sans aucun doute la discorde au sein du camp des Noirs dans les épisodes à venir, et j'ai hâte de voir ça. Malgré quelques défauts, dont cette scène atroce impliquant Alicent, la saison marque, pour l'instant, une amélioration par rapport à la précédente, bien que cet épisode présente des choix de montage étranges. Tout le monde croyait que Otto Hightower était retourné à Villevieille, mais en réalité, Larys Ford avait fait en sorte qu'il soit capturé et enfermé dans le Donjon Rouge. Alors qu'il fouille les cachots, Daemon apprend que Larys a laissé Otto là comme un cadeau, comprenant ainsi que Larys savait que l'ancien main du roi ferait un parfait substitut à Aegon. Daemon saisit immédiatement l'opportunité et conduit Otto devant Rhaenyra dans la salle du trône. Il lui tend son épée et lui déclare que le moment est venu pour elle de devenir reine. Dans Feu et Sang, Rhaenyra n'exécute pas elle-même Otto, mais la saison 3 opère un changement intéressant à ce sujet. Daemon l'incite à trancher la tête de l'homme dans la salle du trône à la vue de tous. Cette démarche se justifie. Si la plupart des souverains de Westeros n'ont pas besoin de faire leurs preuves, la question de la succession
situation des Targaryens a toujours été floue en ce qui concerne Rhaenyra. Elle doit démontrer non seulement qu'elle a sa place sur le trône de fer, mais aussi qu'elle est prête à abattre quiconque se mettra à travers de sa route. Rhaenyra est profondément réticente à l'idée de commettre cet acte. Elle ne porte pas Otto dans son cœur, mais il fut tout de même la main et l'ami de son père. Par ailleurs, Rhaenyra n'a encore jamais ôté la vie de ses propres mains. Elle sait pourtant que c'est nécessaire. Les yeux embués de larmes, elle abat l'épée de Daemon d'abord dans le dos de Otto, puis directement à travers sa nuque. Une fois l'acte accompli, la véritable reine des 7 couronnes s'avance enfin vers le trône de fer pour y prendre place. Après une telle démonstration, il est peu probable que quiconque ose la défier de sitôt. Comme si le meurtre de Otto ne suffisait pas, Alicent et Elaena sont conduites dans la salle du trône. C'est sans doute le pire moment possible pour une telle situation. Alicent se retrouve immédiatement face au cadavre décapité de son père, gisant au sol, tandis que son ancien ami siège au-dessus de lui sur le trône de fer. La vue d'Alicent suscite chez Rhaenyra une horreur tout aussi vive. Ses yeux s'emplissent à nouveau de larmes alors que l'épisode 2 s'achève brutalement. Alicent et Rhaenyra avaient convenu que si la reine-mère facilitait l'entrée de sa belle-fille à Port-Réal et dans le Donjon Rouge, elle serait autorisée à repartir avec Elaena. Mais malheureusement, cette fuite devait se faire en secret. Rhaenyra ne pouvait pas épargner publiquement la mère et l'épouse de son usurpateur, mais elle comptait fermer les yeux une fois leur évasion réussie. Comme elles ont été capturées, Rhaenyra se retrouve dans une position bien plus délicate. Alicent a respecté sa part du marché, mais il semble que Rhaenyra ne puisse plus en faire autant. La situation n'est guère plus enviable pour Alicent. Elle ignorait que son père se trouvait encore à Port-Réal et ne pouvait donc pas prévoir son exécution. Alicent est nécessairement consciente que la mort de Otto lui est imputable. C'est elle qui a laissé Rhaenyra s'emparer de la ville. Toutefois, bien qu'elle puisse ajouter ce drame à la liste de ses griefs envers Rhaenyra, elle ne peut pas vraiment s'en indigner outre mesure. Après tout, lorsqu'elle a conclu l'accord, Alicent pensait que c'était son propre fils, Aegon, que Rhaenyra ferait exécuter. Peut-être que, placée devant un choix, Alicent elle-même aurait choisi de sacrifier la vie de son père pour sauver celle de Aegon. Avant la bataille du Gosier, Rhaenyra savait que Aemon ferait route vers Harrenhal. Alicent l'en avait informé, révélant ainsi une occasion de s'emparer de Port-Réal. Le plan initial prévoyait que les semences de dragon guetteraient l'ennemi près de Œil-Dieu pour attaquer Aemon et Vhagar. Parallèlement, Daemon et ses troupes devaient se tenir prêts à défendre Harrenhal. Malheureusement, la bataille du Gosier et la mort de Jacaerys ont tout bouleversé. En l'absence de l'embuscade ou d'une armée pour défendre la forteresse, Aemon s'empara de Harrenhal sans rencontrer de véritable résistance. Il tua Sir Simon Fort et ses fils, non sans que l'un d'eux parvienne à lui planter un couteau dans le dos. La dernière fois que l'on aperçoit Aemon, il rampe vers Alice Rivers pour la supplier de l'aider. Ainsi, bien que le château soit désormais sous son contrôle, il n'est pas vraiment en mesure de le défendre contre une éventuelle tentative de reconquête. Bon nombre des problèmes auxquels Rhaenyra allait devoir faire face auraient pu être évités si Aegon s'était retrouvé dans sa chambre du Donjon Rouge, comme il était censé l'être. Cependant, conscient que Aegon était menacé non seulement par sa sœur, mais aussi par son frère Aemon, Larys Fort a exfiltré le roi de Port-Réal en secret. Dans le premier épisode de la saison 3, le duo a été intercepté presque aussitôt par des hommes fidèles à Rhaenyra. Larys n'a alors eu que d'autres choix que de révéler l'identité de Aegon pour éviter leur exécution. Malheureusement, cela signifie qu'ils allaient être conduits directement auprès de leur ennemi. Par chance, pour Aegon et Larys, leur convoi est attaqué dans le deuxième épisode, ce qui leur permet de s'échapper. Le problème est que Larys souhaite toujours se diriger vers Père-Dragon, tandis que Aegon décide de faire route vers Repos d'Effreux pour rejoindre Criston Cole. Ce périple s'annonce plus périlleux et Larys tente désespérément de dissuader le roi. Toutefois, la dernière fois que nous voyons ces personnages, Aegon reste déterminé à retrouver sa main et son armée. Techniquement, Rhaenyra a obtenu ce qu'elle visait. Dans cet épisode, elle s'empare de Port-Réal et met publiquement fin au jour de l'homme qui avait œuvré pour placer son petit-fils sur le trône à sa place. Toutefois, les ennuis de Rhaenyra sont loin d'être terminés. Tant que l'on croira le roi Aegon en vie quelque part, la position de Rhaenyra restera considérablement fragilisée. Elle doit donc décider quelle version donner de la disparition de son rival. Ces décisions s'ajoutent au dilemme déjà complexe de la conduite à tenir vis-à-vis de Alicent et d'Elaena. Rhaenyra doit également commencer officiellement à gouverner Westeros. La guerre qu'elle a menée contre Aegon a été coûteuse et dévastatrice, tandis que son blocus du Gosier a privé Port-Réal de vivres et d'autres importations pendant des mois. Rhaenyra se retrouve ainsi reine d'un royaume profondément fracturé et en ruine. Elle devra s'attirer le soutien de la population, qu'il s'agisse des petites gens ou des grands seigneurs. Jusqu'ici, le seul objectif de Rhaenyra était de revendiquer son droit de naissance. Désormais, elle doit affronter la réalité de son rang. C'était un épisode à en perdre la tête. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.